Mesdames, messieurs, la session reprend. Merci d'être là pour ce dernier moment, cette dernière session du colloque 2022 du Pirensen, une session de clôture spéciale qui est consacrée bien à la co-construction de la phase 9 du Pirensen. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Gabrielle Boulot, qui sera la première directrice du Pirensen et la prochaine. Merci à vous d'être présents et je laisse la parole, Gabrielle. Merci à tous, merci beaucoup pour votre confiance et c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que je prends ce rôle dont je suis très contente. Je vous propose peut-être de vous dire un mot de présentation pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Je suis ingénieure au départ, agronome et puis hydraulicienne. Donc, je me souviens qu'en début de colloque, Vincent Rocher a attiré notre attention sur le fait que quand on doit tourner les vannes, on a des contraintes qui sont différentes de celles de la recherche. Je m'en souviens bien. Je pense que je retiens de cette expérience qu'effectivement, il y a des métiers qui ont des contraintes particulières et que l'adaptation au changement climatique, ça va être aussi l'adaptation de plein de métiers différents. Mais ensuite, j'ai bifurqué vers la recherche. J'ai fait un doctorat sur la construction et l'usage des indicateurs dans la DCE et j'ai comparé les modèles de prise de décision et d'utilisation de ces indicateurs dans différentes agences de l'eau. Donc finalement, ces questions de politique de l'eau m'accompagnent depuis un certain temps. Et j'ai choisi d'ancrer ma recherche en sciences politiques parce que la question de la décision, de l'interface entre la science et la décision me passionne. Et mon parcours, c'est un parcours d'interdisciplinarité. Et donc c'est vraiment avec une grande joie que je rejoins le Pirenne avec cette motivation particulière de faire de l'interdisciplinarité forte entre les sciences biophysiques et les sciences de la société. Donc je pense que sur les questions d'eau, c'est bien aussi d'apporter le point de vue des institutions, le point de vue des habitants, le point de vue des personnes qui travaillent à maintenir notre quotidien en permanence, d'où ces petites images. En fait, ce que je trouve passionnant dans le domaine de l'eau, c'est que c'est un bien commun qui déborde toujours. Alors, c'est au-delà du jeu de mots de l'eau qui déborde, c'est vrai que ça met en relation des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes préoccupations. Et le fait que ça soit difficile à contenir comme type de matériau, ça crée des conditions sociales très particulières de mise en relation de mondes différents. Je crois que l'enjeu du Pirenne, ça a toujours été de construire des interfaces entre disciplines et entre acteurs, entre métiers, entre usages. Pour moi, c'est aussi un enjeu d'interface entre générations. On est face à des enjeux très importants et donc on a aussi des obligations de préparation vis-à-vis de ce qui nous arrive. Et j'apporte aussi comme motivation dans ce projet la conviction qu'il y a des pluralités de valeurs en matière de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a des raisons pour lesquelles on cherche à connaître qui peuvent être très variées. Ça peut être des inquiétudes citoyennes, ça peut être de la curiosité pour de la compréhension scientifique. On peut chercher aussi de l'efficacité industrielle, on peut chercher de la résilience des territoires, de la conformité aux normes. Plein de choses nous motivent autour de la recherche et on ne peut pas, au moment où on commence la recherche, savoir toujours vers quoi elle va aller. C'est difficile de l'orienter dès le départ. Et pourtant, de discuter ce à quoi ça va servir, on voit que ça nous fait aussi progresser parce que ça fait aussi émerger de nouvelles questions. Donc je viens avec cette grande motivation de recontextualiser l'eau dans les grandes évolutions sociales du bassin et au-delà du bassin, et avec cette grand respect pour ce qui a été fait dans les phases précédentes. Et je crois qu'on a un très très bel outil de compréhension du bassin, qui a encore des grosses questions qui se posent, et j'ai envie de vous proposer des axes de réflexion à la fois dans la continuité, c'est-à-dire en tenant compte de tout ce qui a été accumulé et ce que ça permet de faire, mais aussi en apportant peut-être une inflexion que je peux porter avec les sciences sociales. Donc, je vous propose pour cette dernière discussion 4 pistes de réflexion pour la phase 9. La première, c'est la question de la vulnérabilité et de l'adaptation du bassin et de ses territoires.
La seconde, ça sera la connaissance des filières et des secteurs d'activité qui influencent l'eau et les milieux aquatiques. Je vais y revenir plus lentement à chaque fois, mais juste pour vous brosser à grands traits un peu les 4 axes. Le troisième, c'est de prendre au sérieux cette rencontre nécessaire entre les questions de socio-écosystème et de santé. Donc, le socio-écosystème sain au prisme One Health. Et le quatrième, que je détaillerai également, qui porte plus spécifiquement sur une réflexion à avoir en termes d'acquisition et d'usage des données environnementales. Alors, pour que cela reste moins abstrait, prenons-les un par un. Donc, bon, ça ne vous aura pas échappé qu'on arrive en période de gros temps écologique et climatique. Et ça veut dire qu'on va avoir des gros enjeux d'adaptation. Et je pense que c'est intéressant de regarder ça en termes de vulnérabilité particulière, en fonction des métiers, en fonction des territoires, en fonction des activités. Et alors, on peut le décliner de différentes façons. La première, c'est peut-être effectivement diagnostiquer la ressource en eau dont on va pouvoir disposer, mais aussi celle qui va manquer pour alimenter le bassin et ses territoires. C'est-à-dire à la fois les habitants humains et puis évidemment toute la biodiversité du bassin. Et ce que j'ai compris de l'évolution des recherches en matière de scénarisation, c'est que la descente d'échelle, en fait, elle prend aussi du temps par rapport au développement des modèles et que de plus en plus, si on veut répondre aussi à l'urgence climatique, on ne doit pas attendre cette descente de modèles qui permet d'affiner les prédictions, mais se tourner davantage vers la scénarisation. Donc je pense que ça a été un pli qui a déjà été pris dans le Pirène, mais je pense qu'on peut vraiment l'endosser comme n'étant pas quelque chose qui se met en parallèle des prédictions, mais quelque chose qui va prendre aussi la place parce que les prédictions à l'échelle des territoires, en fait, elles ne vont pas venir à temps. Et dans cette scénarisation, donc avoir effectivement des modèles, c'est très important de pouvoir quantifier. On peut aussi penser qu'on a besoin de scénarios qualitatifs pour se rendre compte du type de problème que ça pose. Et dans ce domaine-là, alors on en a vu des exemples ce matin, mais parmi les pistes qui me paraissent intéressantes et que j'ai pu discuter avec certains d'entre vous, il me semble que des évaluations quantitatives d'enchaînement d'événements critiques peuvent être particulièrement intéressantes. On voit qu'on a aujourd'hui, dans la communauté du Pirène, la capacité de regarder qu'est-ce qui pourrait se passer à la fois en termes de température et de précipitation, qu'on a les moyens de regarder quel type d'événement de crue se passe au moment où les nappes sont pleines. Enfin, on peut aussi imaginer des scénarios qui soient pas forcément les plus probables, mais c'est eux qui seraient les plus critiques par rapport à certaines infrastructures et qui, du coup, demandent des mises en garde ou des prises de conscience des dispositifs qui seraient les plus fragiles ou des populations qui seraient les plus exposées à ce type d'enchaînement. Et par rapport à ça, on a intérêt à développer des stratégies collectives. On sait bien que les stratégies individuelles ne sont pas à la hauteur des difficultés, et de pouvoir peut-être, de la même façon qu'on a fait des indicateurs pour les cours d'eau et pour leur restauration, peut-être des indicateurs de résilience de ces territoires ou de ces systèmes qui sont particulièrement exposés. Après, dans cet exercice de prospective sur la vulnérabilité et l'adaptation du bassin, il y a peut-être des prospectives à faire sur les impacts à venir des mutations des systèmes d'assainissement urbain, vu le type de ruissellement auquel on peut être confronté, vu aussi les équipements vers lesquels on se tourne aujourd'hui, le type de mutation de ces systèmes, de les penser aussi en fonction de l'effet qu'ils peuvent avoir sur les milieux ou de leur vulnérabilité, me semble particulièrement important. Je ne me souviens plus si c'est ce matin ou hier qu'on discutait de l'effet de la désimperméabilisation, je crois que c'était ce matin, de savoir quantitativement quel type d'effet ça peut avoir sur l'évaporation, sur l'infiltration. Bon, c'est des questions effectivement que beaucoup de gens se posent. La question des solutions fondées sur la nature pose aussi beaucoup de questions de dimensionnement des effets de ces solutions. Donc je crois qu'on a là des fronts de science sur lesquels il faut qu'on puisse avancer. Le deuxième axe de réflexion que je vous propose, c'est de prendre la mesure du fait que les activités qui structurent beaucoup le bassin
on connaît leurs impacts, mais on ne connaît pas forcément leurs leviers, ce qui fait prendre les décisions, qu'est-ce qui fait avancer ces secteurs d'activité, et que là, on a peut-être des choses aussi à découvrir en termes de connaissance des filières et des secteurs qui influencent l'eau et les milieux aquatiques. Donc je pense à l'agriculture et à l'agroalimentaire, où il me semble que on oppose souvent un modèle de firme agricole à un modèle de paysan, et que peut-être c'est trop... ces formes dichotomiques ne représentent pas la réalité du monde agricole, qu'on connaît mal les formes entrepreneuriales qui existent, leur diversité. On sait par exemple que les données de l'INSEE en matière de revenus des agriculteurs sont très peu significatives par rapport à la diversité des exploitations, et que leur patrimoine, par exemple, est un facteur de différenciation bien plus fort, mais aussi leur implication dans la diversification ou dans les industries de transformation. Ça nous permettrait de mieux comprendre aussi quelles peuvent être les transformations, quels peuvent être les freins. Donc, je pense que cette réflexion, elle est déjà un peu amorcée sur le Pirène, mais qu'on pourrait aller un peu plus loin, qu'il y a des équipes de sociologues ou d'économistes qui pourraient nous rejoindre pour nous aider à faire ça. Et on peut décliner ça sur d'autres secteurs. Par exemple, je crois que Sabine avait commencé à travailler un peu sur les flux de matériaux, mais que la construction, où sont les moteurs de la construction, où sont les drivers futurs des métropoles, et comment sont gouvernés les flux de matériaux. On peut aussi le regarder davantage parce que c'est quand même très impactant sur l'ensemble du bassin. Et puis il y a deux secteurs qui commencent... qui ont toujours été présents, mais qui commencent à poser des questions de connaissance, sur lesquelles on pourrait aller plus loin. Alors la navigation, c'est, je pense, intéressant qu'on puisse mieux répondre à ces enjeux, mieux comprendre les contraintes et les opportunités de cette forme de transport, et quel type de transport peut être particulièrement résilient, quel type de matériaux peut être transporté de cette façon. Est-ce que là aussi on peut associer davantage la navigation à nos réflexions? Et puis, dans le scénario qui a été discuté ce matin, on voit que l'énergie apparaît. Et effectivement, l'énergie, c'est vrai qu'un projet, un programme qui se donne comme objet l'eau, on ne peut pas tout embrasser. Et donc, on n'a pas forcément pris le système énergétique comme étant en partie prenante du bassin. Mais de plus en plus, on pense quand même qu'il y a des liens dans le nexus, ce qui a été dit hier, eau, énergie, alimentation, qui serait intéressant à creuser. Et parmi les choses qui peuvent être à la jonction, eh bien, on peut penser à la géothermie. C'est vrai que toutes les études qui sont faites sur la température de l'eau laissent penser que l'eau pourrait servir parfois... l'eau sert déjà de source chaude et de source froide. Peut-être qu'il y a des choses à creuser là-dessus. Et les liens avec d'autres formes d'énergie également. On voit que les microturbines, elles peuvent influencer fortement l'oxygénation de l'eau, elles peuvent avoir des effets importants. En fait, pour pouvoir là aussi comprendre quels sont les moteurs d'évolution de ces secteurs, il faut pouvoir les appréhender, peut-être à des échelles qui ne sont pas celles du bassin, mais qui sont des échelles pertinentes pour les connaître. Le développement de réseaux territoriaux d'énergie est aussi à regarder. Je pense par exemple sur le fait que quand on décide de développer la biomasse, ça a des effets sur l'occupation du territoire, qui a des effets sur l'eau. Donc on voit bien que les choses sont intriquées et il faut pouvoir les aborder aux échelles qui sont pertinentes pour comprendre leur moteur. Donc j'illustre ça par différents secteurs que je viens de vous évoquer. Le troisième point, donc c'est la question de une santé. Comment est-ce qu'on prend au sérieux ces questions d'interdépendance entre l'environnement et la santé? Alors, il y a plein de façons sûrement de prendre ça très au sérieux. Dans la déclinaison qui pourrait être pertinente pour le Pirène, j'en vois plusieurs. On peut penser par exemple que des travaux qui ont été compartimentés, ou en tout cas qui ont été segmentés entre différents compartiments, on pourrait essayer de les travailler davantage dans la continuité du sol jusqu'au bassin. Les processus écologiques, par exemple, et les processus
transmission de pathogènes? Est-ce qu'on arrive à naviguer à travers les échelles? Je crois que ça, c'est un enjeu important. Bon, c'est des choses qui ne sont pas forcément révolutionnaires, hein. Quand on parle de contaminants, on est souvent amené à faire des bilans à l'échelle du bassin et à se rendre compte que ce n'est pas linéaire, qu'il y a des morceaux de paysage qui agissent particulièrement comme des seuils, comme des puits, etc. Bon, c'est cette pensée-là qui est déjà bien présente dans le Pyrène, pouvoir la développer sur les enjeux de santé, de ne pas être que dans l'exposition, mais peut-être aussi l'effet. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu des nouvelles questions. Et donc, ça se traduit en termes d'écotoxicologie, d'antibiorésistance, de biodiversité à l'échelle des paysages, et d'aller même jusqu'à le bien-être humain dans ces paysages, donc l'appropriation sociale de ces espaces, voilà, les liens entre restauration écologique et appropriation sociale. On est aussi là dans des enjeux que le Pyrène a commencé à explorer, on l'a vu hier. Et quelque chose qui me paraît peut-être assez stimulant pour la communauté scientifique et peut-être aussi pour les gestionnaires du bassin, c'est de pouvoir être une chambre d'écho à certaines controverses qui existent au niveau mondial sur l'occupation des terres, par exemple, le fait de savoir si la biodiversité, il vaut mieux la conserver dans des endroits où elle est très peu modifiée, ou bien s'il faut essayer d'avoir de la biodiversité un peu partout. Donc cette controverse land sharing, land sparing, elle est en fait très souvent abordée à l'échelle mondiale et pas forcément déclinée dans les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle locale? Et je pense que des controverses comme ça, qui structurent un petit peu le monde de la recherche dans les publications internationales, ça serait intéressant de prendre toute la richesse des données qu'on a sur la Seine pour pouvoir faire avancer un peu la connaissance dans ce domaine-là à l'échelle plus fine des territoires qui sont, comme la Seine, particulièrement bien équipés de données et de connaissances à travers les outils qu'on a développés. Le dernier axe qui me paraît être intéressant et que je vous propose à la réflexion, c'est celui des données environnementales. Parce que ces données, elles sont souvent... évidemment, on manipule tous des données, c'est un peu notre point commun. Mais en fait, il y a des données qui sont des données d'exploration pour la recherche, il y a des données qui sont des données réglementaires pour l'action. Et en fait, ces deux formes d'acquisition, elles sont prises aussi dans des logiques politiques et sociales importantes, de réduction budgétaire souvent. Et du coup, ces réformes publiques, qu'est-ce qu'elles font sur les données? Qu'est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on améliore toujours le suivi des milieux aquatiques ou est-ce qu'il y a des choses qui deviennent un peu de l'ignorance? Me paraît être une question intéressante. D'autant plus que les méthodes avec lesquelles on va mesurer l'environnement vont pas arrêter de changer. Et est-ce qu'à chaque fois qu'on change de méthode, c'est juste un enjeu technologique ou bien est-ce que la manière de connaître, l'expertise qui ensuite permet de prendre des décisions sur ce qu'on mesure n'est pas aussi impactée? Est-ce que l'effort qu'on met pour respecter des normes est en synergie avec l'effort qu'il faudrait consentir pour prendre des bonnes décisions? Voilà, le type de question qui me paraît être très importante. Et dans cet effort qu'on a et cette chance qu'on a d'avoir autant de données sur la Seine, eh bien, on a peut-être une situation qui est favorable à ce qu'on pose des questions qu'on aurait peut-être plus de mal à poser dans d'autres bassins, parce que dans d'autres bassins, la pénurie de données à certains endroits ne permet pas de savoir qu'est-ce qu'ils auraient s'ils avaient les données. Mais peut-être que sur la Seine, on a les moyens de se dire, voilà, si on dégrade par rapport à ce qu'on a, on sait ce qu'on perd. Après, se pose aussi la question de la dialectique d'évolution, de la manière dont on va enrichir les modèles avec les données. Donc, les fonds de sciences qui ont été montrés hier en termes d'assimilation de données pour les modèles, de complémentarité. Je pense que ça, c'est un effort qu'il faut continuer. Et donc, mais peut-être aussi avec une réflexion sur quel type de données permettent d'accompagner le développement des modèles les plus pertinents. Et de replacer ça aussi dans des enjeux sociaux, de quelles sont
les nouvelles connaissances pour l'action, les nouvelles ignorances, quelles sont les nouvelles questions pour la quantification, puisque une des forces, je pense, de ce programme, c'est de pouvoir décliner à la fois des questions qui sont sans réponse et de se donner les moyens d'y répondre quantitativement avec les modèles qu'on a. Donc là, je crois qu'on a un très bel outil. Et ça me donne l'occasion de dire qu'au-delà des questions scientifiques qui se posent, il y aura peut-être aussi à évaluer, enfin, à repenser comment est-ce qu'on s'organise pour ces données, comment est-ce qu'on s'équipe peut-être d'un accord de consortium entre les équipes qui participent à produire ces données pour que les choses soient aussi claires que, voilà, que ce que les outils qui nous amènent à réfléchir sur la gouvernance des données, on se les applique aussi à nous pour travailler dans de bonnes conditions en ne supposant pas a priori que les données seront toujours disponibles, elles seront toujours partagées, elles seront toujours en accès libre. Je pense que c'est mieux en le disant et que les conditions de don et de contre-don doivent être un peu explicitées. Donc voilà un peu une manière de regrouper les idées qui sont nées d'échanges avec beaucoup de personnes dans cette salle et puis au-delà dans la communauté, et que je soumets à votre discussion parce que tout l'enjeu, c'est de co-construire ce programme. Donc, il n'y a rien d'arrêté pour l'instant. Je pense que mon mandat, c'était de vous faire rêver avec d'autres questions, mais évidemment, il faut que ça se branche avec les moyens qu'on aura, les envies des chercheurs de s'y mettre et que ça réponde aux questions des opérationnels à court ou moyen terme pour le bassin. Voilà. Merci Gabriel pour cette présentation relativement complète, mais je pense qu'il va ouvrir au débat, aux discussions, il va y avoir des réactions. Je vais demander à Benoît Le Saffre et à Nicolas Flippo de te rejoindre sur la scène. Normalement, vous avez un micro, vous pourrez discuter, réagir et échanger avec la salle. Alors, on a prévu pas mal de temps pour pouvoir lancer cette co-construction de phase 9. Je vois qu'il y a des membres des partenaires qui sont présents. On a le représentant du comité des partenaires qui est présent et on a les scientifiques qui mènent les recherches qui sont là en nombre, et c'est une bonne chose. Pour commencer, je pense que ce serait bien d'avoir une première réaction du président du comité des partenaires face à ce programme, face à ce contexte, cette présentation et ce programme. Donc Benoît, je te laisserai réagir. Merci à tous. Ça marche ? Oui, Nicolas ici. C'est normal, il est directeur, moi je suis que président. Bon. Merci de nous donner l'occasion d'interagir à partir de ce qu'a présenté Gabriel. Il se fait que Gabriel a présenté déjà ses axes de réflexion au comité des partenaires début juillet, après avoir d'ailleurs présenté ça, Nicolas en parlera, je pense, au CODIR. Et donc on n'a pas eu le temps de la réunion du comité des partenaires, on n'a pas eu le temps vraiment d'interagir. Je pense qu'on était plus à l'écoute que dans un débat, et on savait qu'on avait un peu de temps devant nous, puisque comme tu dis, on est au démarrage du processus. On a le bouclage, c'est formellement jusqu'en 2025. Bon, ça sera bouclé avant. Donc, j'ai pas la prétention maintenant de présenter la réaction des partenaires en tant que tels. Et je pense qu'on est suffisamment nombreux dans la salle pour pouvoir apporter chacun des éléments de perception, de réaction. Et puis bon, j'ai un peu échangé avec Gabriel, avec d'autres. Alors peut-être en reprenant le plan de ce que propose Gabriel, je crois déjà les 4 titres, certains font écho à des sessions, d'ailleurs c'était voulu, de ces 2 journées. Bon, il y a ces 4 ambitions, donc et bien sûr qui interagissent. Donc, je pense que de toute façon, dans la construction de la phase 9, le phasage de tout ça sera important. Donc ça, je crois que c'est évident. Alors peut-être thème par thème, ce qui moi me semble
aller bien dans le prolongement de ce qui se fait déjà, mais qui ouvre peut-être des perspectives aussi d'intégration renforcée. Sur le premier volet, il me semble que la question l'enchaînement des événements me semble quelque chose d'assez particulier. On l'avait un peu évoqué, si j'ai bon souvenir, en 2019, y compris dans la journée sur les zones ateliers, puisqu'on nous avait présenté dans le cadre de la zone atelier la question d'événements, de risques technologiques qui étaient apparus et comment finalement nos programmes abordent ce genre de choses. Et il me semble que clairement, si on regarde l'enchaînement des événements, ça nous fera travailler forcément sur les événements extrêmes, non pas en termes probabilistes, parce que ça n'a pas de sens, mais en termes d'impact. Je crois qu'il y a bien... Et là, on l'a vu ce matin, la question dans les différents exposés, on aura de plus en plus d'événements extrêmes. On ne sait pas trop comment, d'ailleurs, forcément, mais la question des impacts de ces événements extrêmes, ça va être essentiel. Et puis, le débat, aussi dans la même idée, le débat sur la combinaison des risques technologiques et des risques naturels, on voit que ça revient en force. Il y a eu un certain nombre d'articles, y compris dans la Grande Presse, qui dit qu'en France, on n'est peut-être pas assez... il y a les gens du risque environnemental et les gens du risque technologique. Et puis, bon, au risque technologique, on dit finalement le risque environnemental, c'est une sorte d'élément de contexte. Et donc, les rétroactions, enfin, je ne vais pas parler de Fukushima, mais enfin, les rétroactions entre ces types de risques, enfin, moi, je comprends que dans un peu ce que tu proposes, il y a ça. Et on voit d'ailleurs, enfin, mon ressenti, c'est que la question de l'évaluation du risque et des outils de gestion du risque, à un moment donné, ça sera peut-être posé un peu comme ça, quoi. Alors, bien sûr, dans le cadre du Pirensen, hein, restons modestes, mais je pense que c'est... En plus ça parle aux opérateurs, hein, quand on gère... je ne vais pas parler à la place de Vincent Rocher, mais quand on gère une grosse exploitation, une grosse installation d'épuration, ben, on est face au risque en permanence. Alors, peut-être deuxième point, je ne sais pas combien de temps j'ai, 2 minutes encore? Pas trop? Oui, ça va. On a Ça va? prévu une heure de discussion. Donc Non, je oui, pense d'accord, que... oui. Non. Après, tu vas peut-être pas prendre 45 minutes à toi tout seul, mais je pense Non, 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 ça non, ira. bah, 5-10 minutes, j'aurais pas d'idée 5 sur minutes, 40, ça devrait j'aurais aller. pas assez d'idées sur 45 minutes. Sur le deuxième point, bon, les filières, oui, alors ça pose, enfin, en tant que comité des partenaires, clairement, la question, quel nouveau partenaire associé, hein, c'est un point qu'on avait évoqué. Ça prend du temps, mais je rappelle, hein, enfin, on a tous en tête, mais souvenez-vous quand même qu'il y a 2 ans, on a eu 4 nouveaux partenaires. Hein, donc, on avait l'habitude de distinguer les historiques des nouveaux. Bon, ça va finir par s'estomper, bien sûr. Mais la question de nouveaux partenaires, peut-être aussi, et le sujet de la navigation le montre bien. Hier, je pense qu'on a tous été intéressés enfin très intéressés par l'exposé de notre collègue de VNF. Je pense qu'il avait pas vraiment eu jusqu'ici l'occasion de présenter ça, hein, de mémoire. Et on voit qu'on est vraiment sur des démarches de multifonctionnalité, pour prendre la terminologie des BIEF. Et en fait, c'est un résumé assez intéressant de beaucoup de problématiques du programme. Donc, voilà. Et vous avez remarqué comme moi, hein, qu'il intervenait après le SIAP. Il a dit, mais moi, je n'ai pas de cellule technique à VNF. Alors, comment je fais pour passer de mes préoccupations à ce que peut apporter le Pirène? Donc, vous voyez, là, on a typiquement, avec ce type de partenaire, des modalités de travail forcément un peu différentes de ce qu'on peut avoir avec, par exemple, Haute-Paris ou SIAP ou Suez aussi, enfin, qui ont leur propre labo, qui ont leurs installations de recherche. Et donc, vous voyez qu'on est... Là, je parle des partenaires, je mélange un peu les choses, mais nouveaux partenaires, mais c'est aussi, avec certains des partenaires actuels, la question de dire, mais eux aussi sont producteurs de références scientifiques. Et donc, comment on articule, enfin, je pense que l'articulation se fait aujourd'hui
de façon tout à fait intéressante et bonne. Mais comment on met mieux en évidence le fait qu'on est aussi dans la co-construction de références scientifiques avec certains partenaires. Donc je pense que nouvelle filière, mais aussi retravailler avec certains des acteurs historiques, c'est pas retravailler les modalités de travail, enfin, ça fait écho au dernier point, j'y reviendrai, sur l'accord de consortium, c'est voilà, bien clarifier un certain nombre de modalités de travail qui existent. Sur le troisième point, One Health, oui, bon, bah, on l'a un petit peu effleuré hier. De manière générale, les questions de problématiques santé environnementale, bah, voilà, cet univers va évoluer. Effet du changement climatique, on voit bien aussi les effets sur la santé humaine. Et je ne parle pas que du Covid, hein, parce qu'il n'y a pas que du changement climatique dans le Covid, mais clairement, d'ailleurs, quand on dit, n'oublions pas que des scientifiques, il y a déjà 20 ans ou 30 ans, disaient que chaque année dans le monde, il y a l'émergence ou la réémergence, hein, je pense c'est vraiment les termes utilisés, d'une épidémie infectieuse. Hein. Donc voilà, le Covid n'est pas, enfin, il a eu un impact particulier dans nos sociétés, mais c'est pas un événement particulier. Et on ne voit pas dans l'avenir avec le changement climatique, on n'imagine pas que ça va se restreindre. Alors nous, en tant que Pierre Hansen, on ne va pas aborder tous les sujets de ce type, c'est évident. Mais avoir ça en schéma de pensée, en élément de contexte, et pour se poser à chaque fois la question, est-ce que là, il y a effectivement des influences sur la santé humaine ou sur la santé des écosystèmes? D'ailleurs, hein, on avait une des sessions sur la santé. Alors j'en profite, alors peut-être Laurence tout à l'heure tu en diras un petit mot, mais il se fait que la zone atelier Seine a été reconnue par le CNRS, hein, Laurence me dira si je me trompe, comme zone expérimentale santé-environnement. Alors peut-être tu pourras en dire un mot, parce que qu'est-ce que ça veut dire zone expérimentale santé-environnement? Mais c'est intéressant que nous soyons dans une zone atelier ainsi reconnue. En quoi, je pense que c'est un questionnement peut-être aussi à approfondir dans le troisième item One Health, voilà, en quoi ça nous questionne? Est-ce qu'il faut faire venir, le cas échéant, des équipes de santé publique et tout? Je ne sais pas, enfin, c'est surtout pas moi à le dire, mais en tout cas, avec le schéma actuel de notre programme, voilà, comment on incorpore ce genre de questionnement? Je termine sur les données. Bon, si Gabriel n'avait pas parlé, j'en aurais parlé. Je pense qu'effectivement, la question des données et des modèles, surtout qu'aujourd'hui, il y a l'accès libre et tout, ça pose toujours de questions. Qui possède les données? Qui est garant de la qualité des données? Hein, donc ça, tout le monde se pose ces questions. Et sur les modèles, jusqu'où je peux aller dans l'industrialisation des modèles si certains partenaires souhaitent le faire. Voilà, je pense que c'est typiquement des questions qui reviennent, hein, qu'on avait déjà évoquées avec Nicolas. L'idée de l'accord de consortium, c'est de donner un cadre. On ne rentre pas dans une logique où le Pirène acquérait la personnalité morale, hein, ce n'est pas le sujet, mais on se donne un référentiel commun sur ces sujets transversaux. J'ai l'impression qu'on est assez mûr maintenant, puisque regardez, cette année et l'année dernière, on a abordé la question des données et des modèles, et l'articulation entre données et modèles. Alors, je terminerai simplement peut-être sur les modèles. Attention aux aspects d'échelle. Attention aux aspects d'échelle. C'est-à-dire que nos modèles, on doit vraiment être en permanence avec... je sais qu'il y a une vigilance permanente, mais je pense qu'il faut être particulièrement vigilant quand on travaille surtout à des changements ou des descentes d'échelle, des changements d'échelle. On travaille à l'échelle globale, le changement climatique, il y a des modèles globaux. Comment on fait les descentes régionales, comment on fait les évaluations locales et territoriales. C'est des choses qui sont jamais gagnées. Et il me semble en tout cas dans les exposés, peut-être une petite suggestion ici, une par là, peut-être que ça peut être intéressant dans les exposés, dans des journées comme ça, que cette question d'échelle soit abordée dès la présentation du modèle. À quelle échelle je travaille? À quelle échelle j'utilise les données? Quelles sont les données manquantes? Etc., etc. De toute façon, notamment on n'est pas tous au même niveau
d'imprégnation de ce que c'est qu'un modèle ou d'une donnée. Et donc, c'est important qu'on ait à chaque fois le schéma de pensée du modélisateur et de l'utilisateur ou du producteur de données. Voilà, je m'arrête là. Mais en fait, voilà, c'est très stimulant, en fait, ce que tu proposes, Gabriel. Donc, merci. Merci Benoît pour cette première réaction. J'ajouterais, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, que effectivement, au Pirensen, il y a des partenaires. On dit souvent partenaires tout court. On oublie parfois de préciser. C'est peut-être un usage. On a perdu l'habitude de rajouter toujours l'opérationnel derrière, mais surtout de préciser que le partenaire n'est pas juste un financeur du programme. Sinon, on dirait juste des financeurs. On dirait ils nous soutiennent, et puis voilà. Chaque partenaire crée une relation avec le Pirensen, une relation de travail. Et comme tu l'as rappelé avec VNF, mais ça pourrait s'appliquer avec tous les partenaires du Pirensen, une relation qui est particulière, qui répond à des enjeux, et trouver cet équilibre entre la recherche qui est menée au sein du programme de manière interdisciplinaire pour faire avancer la connaissance, et la recherche qui est menée en travail spécifique parfois, par des biais très spécifiques avec chacun des partenaires, c'est aussi quelque chose d'essentiel au Pirensen. Avec la question des modèles et des données, la transition a été toute faite avec une réaction de Nicolas Flippo. Et puis ensuite, je pense qu'on va donner quand même la parole à la salle rapidement. Je pense que vous avez des questions et des échanges fructueux qui arrivent. Oui, ben, merci Alexandre. Donc tu m'as pointé ma transition modèle donné. Bon, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus de plus que tout ce que je vous ai présenté depuis le début de ces journées. Donc je vais faire, une fois n'est pas coutume, bref. Bon, le programme, on l'a construit depuis, ça fait depuis quasiment 9 mois maintenant qu'on élabore cette structuration, d'abord avec l'appel à candidature interne pour la suite. Le constat est clair, à la fois du côté des équipes de recherche et des partenaires opérationnels. Eh bien, ce programme, enfin ces pistes de réflexion paraissent enthousiasmantes en tout cas, donc c'est très bien. J'aurais pas d'éléments à ajouter plus dessus. Je pense que j'en ai déjà mis beaucoup avec Gabriel. Donc je vais passer la parole très vite à la salle. Pour ce qui concerne ce petit point technique, juste pour rebondir quand même sur modèle donné, je pense que c'est tout à fait le rôle des journées scientifiques d'avoir des échanges très précis sur qu'est-ce qu'on fait. Et au vu des questions qu'on veut aborder dans cette phase, qui sont très prospectives, je crois effectivement que la question de la qualité de la modélisation est essentielle. Parce qu'on peut faire de la prospective avec un modèle qui raconte n'importe quoi, et du coup, notre prospective, ce sera n'importe quoi. Donc effectivement, peut-être avoir une structuration un petit peu plus attentive aux résultats scientifiques, donc éventuellement peut-être un peu plus de journées scientifiques qu'on en a actuellement. Je crois que ce sera quelque chose de bénéfique pour le programme et qui nous ramènera aussi aux origines du programme quand les journées de colloque étaient en fait des journées scientifiques. Donc sur ce, je vous passe la parole. Merci. Alors peut-être Laurence, j'ai fait un appel pour du pied. Peut-être démarrer l'échange avec la salle, non pas pour brider les autres, bien sûr, mais comme je me suis permis de solliciter Laurence, elle peut dire un tout petit mot sur cette dimension santé-environnement à l'échelle de l'atelier, enfin de la zone atelier, pardon. Merci Benoît. Laurence Lestel, donc coordinatrice de la zone atelier Seine. Donc c'est à ce titre alors la zone atelier Seine, je rappelle, chapeaute le Pirensen, Opur et le GIP Seine-Aval. Elle appartient, enfin c'est une structure du CNRS qui appartient au réseau européen ELTER et dont le but est vraiment d'améliorer les recherches entre hommes et société. Non, je ne vais pas y arriver du tout. Entre hommes et milieu, entre société et milieu, je vais y arriver. Donc, le programme que présente, je me permets de faire une petite digression, le programme que présente Gabriel va tout à fait complètement dans l'optique de ce que porte la zone Atelier Seine. Donc, c'est vraiment pour moi un grand bonheur de savoir qu'elle va prendre
la direction de ce Pierre Hansen dans les années à venir. Alors, pour revenir à la question de Benoît, la MITI du CNRS, alors la MITI, c'est Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires. Donc, cherche à développer de nouveaux axes de recherche dans les années à venir et a retenu comme thématique la thématique santé-environnement. Donc, un groupe de travail s'est monté qui regroupe des personnes de tous les instituts du CNRS parce que leur but, c'est d'arriver à monter des recherches transverses à l'ensemble de ces instituts. Dans les questions de scientifiques qu'elle a mises en avant, elle a mis les questions de maladies d'exposition, d'exposome par les différents médias, air, eau et sol. Et dans ce cadre-là, elle a retenu effectivement le territoire Seine. Alors le territoire Seine, c'est la zone atelier Seine et tous les sites ateliers qui en font partie. Donc le territoire Seine comme site support. Alors pourquoi a-t-elle retenu ce territoire-là? Justement parce que il est connu à travers les recherches que l'on mène tous ensemble pour sa capacité à développer des recherches interdisciplinaires sur ces questions-là. Donc ça, c'est vraiment ça qui a été mis en avant. Et en plus, parce que ces thématiques étaient également développées de manière concrète. Je pense par exemple aux travaux sur l'antibiorésistance. Voilà, donc c'est les deux raisons pour lesquelles ce territoire Seine a été retenu, au même titre que le territoire Camargue pour les maladies portées par les moustiques, évidemment, le Sénégal et la Tucson en Arizona pour les questions d'adaptation au changement climatique, qui est aussi une thématique qu'on pourrait tout à fait porter en territoire Seine. Et on a déjà convenu, en fait, avec celui qui porte cette thématique sur Tucson, qui est monsieur... Je ne me souviens plus de son prénom, mais Ferrière. Pardon ? Régis, merci pour le prénom. Qu'on avait beaucoup de choses à échanger avec lui et donc on allait effectivement travailler ensemble. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce groupe de travail a émis donc une liste de sujets qu'elle souhaitait voir développés, a rendu public un appel à manifestation d'intérêt au printemps de cette année. Plusieurs projets ont été rendus et dont un qui est actuellement financé sur des nouveaux types de capteurs optofluidiques. Ne me demandez pas trop ce que c'est. Le but, en fait, ce qu'ils attendent de nous en tant que zone atelier Seine, c'est qu'on soit équipe référente ou équipe d'accueil de ces nouvelles. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pas nous soutenir en tant que groupe de travail fonctionnant déjà, mais qu'on soit justement accueil de nouvelles thématiques de recherche, de nouveaux chercheurs, de nouvelles équipes sur ces thématiques-là, et donc qui ne connaissent pas forcément le bassin de la Seine comme on le connaît, et qu'on puisse donc interagir avec ces nouveaux thèmes, ces nouvelles thématiques de recherche, leur indiquer où mettre leurs capteurs. Donc là, on a eu effectivement une réunion de travail avec cette équipe de Saclay qui nous a dit voilà, que le capteur avait besoin de telles caractéristiques, plutôt une eau pas trop chargée, plutôt des têtes de bassin. Donc on a pu les guider sur des sites que l'on connaît très bien et pour faire des premiers tests sur leur équipement. Voilà, je pense que j'ai... donc effectivement, santé-environnement sera dans le paysage zone atelier Seine, Pierre Hansen dans les années à venir. Et ben, voilà qui annonce un cadre scientifique, en tout cas prometteur pour cette phase 9. Je vais passer la parole à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Réaction aux questions. Merci Alexandre. Merci Gabriel. Luc Pereira-Ramos, agence de l'eau Seine-Normandie. Merci Gabriel pour la présentation de ces réflexions en 4 axes pour la 9e phase. Il me va très bien. Je dirais il est largement agence compatible, si on en parlait entre nous là. Et par contre, je me posais des questions pour aller plus loin dans la description de ces axes. C'est que les phases précédentes ont développé beaucoup d'outils. Je pense que ces outils vont continuer à irriguer les réflexions, à se perfectionner dans les hypothèses. On l'a vu ce matin, qu'il y avait encore du travail, qui vont continuer à irriguer les réflexions, les travaux de la phase 9. Mais, on voit bien, il nous montre bien qu'il va y avoir des étapes. On a vu 2050, 2090. On l'a vu aussi dans les modifications possibles de l'occupation du territoire, de sa sociologie, de son économie. Mais
il y a un truc qui me semble peut-être manquer, mais ça c'est peut-être parce que c'est pas facile, sinon ça serait fait, c'est dans ces scénarios, le bassin il sera accompagné par quel type d'écosystème, par quel type de biodiversité. On l'a vu un peu avec les travaux de consacre tout à l'heure, mais ça me semble devoir être creusé. Aujourd'hui, on n'est pas en bon état écologique, hein, vous savez tous, et on ne progresse pas beaucoup, et on est très déclassé par les communautés d'invertébrés, de diatomées, de poissons. Alors, est-ce que c'est de l'hydromorphologique, on a souvent tendance à le dire, ou est-ce que c'est déjà des effets eh bien, d'ASEC plus récurrents, plus précoces, plus longs, etc. Et qu'en sera-t-il dans l'avenir? Voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose aussi, parce que OneAct, c'est évidemment l'homme, et il est un peu beaucoup au centre du schéma, mais on sait bien que c'est la relation avec l'écosystème, sa biodiversité. Il faut, je pense, les remettre tous les deux au milieu du schéma. Merci. Si tu veux réagir, Gabriel. Il n'y avait pas du tout une volonté de minorer cet enjeu, hein. Donc, il est à la fois dans l'axe 3 sur le socio-écosystème où effectivement, décrire cette biodiversité et comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle est là. Est-ce qu'elle est là à cause du changement climatique ou est-ce qu'elle est là parce que il y a d'autres drivers derrière? Ça fait partie effectivement de ce qu'on continuera de faire. L'idée d'embrasser ce nouveau paradigme, une seule santé, c'est plutôt au lieu de, enfin, c'est pas pour écraser la biodiversité, c'est plutôt de se dire que la continuité, enfin le continuum qu'il y a et qu'on a su construire sur l'hydrosystème, on doit pouvoir aussi le penser en termes de biodiversité et aussi en termes de santé. Donc c'est plutôt une sorte d'invitation à penser qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui s'accumule, voilà, à la fois en termes de biodiversité. Parce que c'est vrai aussi que l'approche par masse d'eau et par indicateur de masse d'eau ne permet pas toujours de penser la biodiversité comme résultante finalement là-dessus. Et donc, voilà, c'est présent dans cet effort de dépasser l'approche compartimentée pour aller vers quelque chose de plus processuel et d'une meilleure compréhension et donc du coup aussi d'une meilleure projection pour l'avenir, quoi. Merci pour ces précisions, pour cette réaction. Alors, on va continuer sur les réactions et échanges de la salle. Je vois qu'il y a d'autres représentants de partenaires qui sont ici, peut-être qui veulent réagir en première intention, ST2A ou Suez, ou n'importe, je vous jette sous le bus à ce qui est proposé. Je ne sais pas, Pierre, si... rapidement. Ah bah, on peut toujours dire qu'on est d'accord. Si on peut dire qu'on est d'accord. Sonia, tu vas avoir une réaction. Ah, il y a une réaction ici. Ok. Bon, vous passez le micro. Sonia Decker, agence de l'eau. En fait, j'ai eu la chance d'assister la première fois à la réunion des partenaires et donc de ne pas forcément découvrir ce que tu présentais. Et oui, nous, on est contents à l'agence de tels axes de réflexion. Je t'avais posé la question et peut-être que ça a évolué depuis. C'est pour moi, la communauté de recherche va évoluer certainement au vu de ce que tu veux faire un petit peu de nouveau. Et voilà, comment tu mobilises des nouvelles personnes, des nouveaux laboratoires. Est-ce que tu peux t'avances, déjà, il y a du temps, mais pour mobiliser les gens, il y a toujours... on n'a jamais assez de temps, en fait. En fait, il n'y a aucun axe sur lequel on serait en situation d'être orphelin d'équipe possible. Donc effectivement, j'ai veillé à ce que, en avançant un peu ces propositions, elles ne restent pas creuses et que j'ai déjà des contacts pris, que ce soit au niveau des économistes du CIRED, que ce soit au niveau des équipes de sciences sociales sur la connaissance des filières et des activités, que ce soit aussi avec des collègues géographes ou de Sciences Po qu'on n'avait pas associés auparavant et qui seraient intéressés sur voilà, ce qui n'est pas abordé aujourd'hui. Donc
oui, j'ai déjà pris des contacts et j'ai déjà des marques d'intérêt de plusieurs personnes qui sont soit à proximité, soit même en dehors du bassin, parce que je pense que c'est très fertile aussi d'aller chercher des gens qui sont pas forcément sur le bassin pour avoir aussi voilà, des regards qui sont pertinents par rapport à la thématique. Donc, c'est pas contractualisé, c'est pas encore en place, mais disons que les contacts sont pris et que bah, j'attendais aussi un petit peu vos réactions par rapport à ces thématiques pour voilà, engager davantage des relations avec ces équipes, peut-être sur le mode d'abord du test, de voir si on peut encadrer ensemble un master d'abord, et puis ensuite voir comment ça va grandir, un peu comme ça s'est fait à chaque début de phase. Hein. Donc évidemment, toute inflexion nécessite du coup de sortir de ce qui a été fait auparavant. Donc il y aura un équilibre à trouver en fonction de tout ça. Mais en tout cas, je ne suis pas partie sans ouvrir un certain nombre de portes avant et de vérifier que derrière, il y aurait des forces, parce que je me doute bien que ça va être crucial, quoi. Oui, bonjour. Je suis Madame Laude de Seine-Grand-Lac. Donc, moi, on n'a pas eu l'occasion encore d'échanger globalement sur ces différents axes, ni avec vous directement, ni en interne au sein de Seine-Grand-Lac. Donc, c'est une réaction un peu à chaud. Mais je retrouve bien les sujets sur lesquels on travaille aussi de notre côté, en particulier sur l'axe 1. Là, on est complètement dans les sujets qu'on travaille de notre côté, et aussi sur l'axe 2. Avec notamment les réflexions qu'on peut avoir sur le lien au monde agricole, qui est quelque chose qu'on travaille pas mal en ce moment. Je pense un peu dans le sens de la remarque de l'Agence de l'eau sur la biodiversité. Effectivement, dans l'axe 3, moi, il me semble que cette dimension-là, elle doit rester importante. Nous, je sais qu'on travaille sur les questions des zones humides notamment, des zones d'expansion de crues, etc. Et voilà, ce serait intéressant que cette dimension-là reste dans le programme. Je ne vois pas énoncer en tant que telle la question du changement climatique. On sent qu'elle est sous-jacente et que c'est presque un prérequis. Pour autant, on voyait ce matin qu'il y avait encore des travaux en cours et beaucoup de choses, enfin que c'est un déterminant quand même très, très important. Donc voilà, je me demande est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir pas un axe de plus, mais au moins dans l'item 1, peut-être une dimension là-dessus. Enfin, comment vous l'avez intégré? Vous considérez que ce sera derrière nous ou il y a bien un axe qui se poursuit là-dessus? C'est vraiment partout. Hein. C'est vraiment le contexte, même pour les 4, en fait. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un peu en arrière-plan du premier, parce que la vulnérabilité et l'adaptation viennent plus pour les impacts par rapport. Mais évidemment, on a besoin de qualifier le diagnostic de ce qui nous attend bien davantage. Donc, c'est tout à fait dedans. Mais en fait, c'est aussi dans les 3 autres, parce que ce qui nous permettra aussi d'aborder la connaissance des filières, c'est parce qu'en fait, c'est particulièrement intéressant d'aller chercher ces acteurs-là sur la manière dont ils envisagent de changer avec le changement climatique. De la même façon, sur l'axe socio-écosystème et une seule santé, c'est évidemment compte tenu des événements qui nous attendent, des disponibilités de la ressource et du type de biodiversité qu'on aura. Donc, non, c'est vraiment très présent partout. Et je dirais même que sur la question des données environnementales, c'est aussi très présent, parce que à la fois pour qualifier la situation dans laquelle on est, de réfléchir sur les échelles auxquelles on doit mesurer ces phénomènes, mais aussi en termes de savoir comment on articule les données pour la connaissance et les données pour l'action. Je pense que sur les questions de changement climatique, et en fonction de ce qui nous arrivera, on sera amené aussi à réfléchir ces questions de données et de leur usage. Donc, c'est vraiment partout. Ça se décline sur des questions spécifiques différentes dans chaque axe. Et ça ne me semblait pas très pertinent de faire un axe changement climatique qui aurait du coup masqué les liaisons qu'il y avait avec toutes les autres. Mais c'est évidemment très, très présent. En même temps, le message qu'on entend, mais qui était prévu, c'est que quand on
quand le Pirène rédigera sa problématique sur la phase 9, bien sûr, ceci sera au fond en chapeau d'ensemble. Hein. Je crois que enfin, moi, je retiens de votre question que ça doit bien apparaître comme quelque chose qui va être extrêmement, finalement, directeur. Enfin, c'est un des fils conducteurs, c'est pas le seul. Probablement, ça sera un gros fil conducteur pour la suite, et que cette journée, que ces 2 jours aient été intitulés autour du changement climatique, c'est signe, hein, puisque vous avez noté que les 2 sessions font écho. Les 2 sessions thématiques ont fait écho finalement, et de façon volontariste, à 2 des axes proposés par Gabriel. Et le fil conducteur, vous avez vu, c'était bien des questions liées au changement climatique. Ce sera effectivement, je pense, des points dans la suite de la construction de la phase qu'on abordera dans les... Alors, à préciser comment cette phase se construira, mais je pense que les aspects techniques et les questionnements scientifiques un peu plus orientés géophysique ou biogéochimie émergeront à ce moment-là et viendront abonder le programme. Je pense qu'ici, on est plus dans des grandes orientations, des grands questionnements socio-environnementaux, et que les aspects très techniques, y compris ce que tu mentionnais, Benoît, la qualité des modèles, les échelles, etc., seront abordés à ce moment-là. Et pour reprendre, par exemple, sur l'axe 3, et donc à la fois les questions de l'agence et puis les dernières questions sur les Grands Lacs, dans l'axe 3 sur socio-écosystème sain au prisme d'une seule santé, en fait, la question, par exemple, de la température change complètement les questions d'exposition, les questions de seuil de viabilité d'un certain nombre d'espèces, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment... voilà, se projeter, c'est la grande force du Pirène, c'est de pouvoir transmettre dans toutes les disciplines les acquis qu'on a des connaissances sur le changement climatique et les incertitudes, et du coup de les questionner aussi avec tout ce panorama. Donc évidemment, c'est tout à fait présent et ça se décline effectivement partout. Bruno Haas, élu au comité de bassin et représentant en tant que chambre d'agriculture, chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France, à laquelle je suis aussi élu. Moi, j'aurais une question, c'est sur quand vous avez parlé des filières, sur ce que vous voulez faire sur l'agriculture et l'agroalimentaire pour connaître en gros la répartition du capital, la forme, c'est de l'exploitation individuelle, forme sociétaire et ainsi de suite. J'ai du mal à voir ce que ça va apporter d'avoir ces connaissances-là. Surtout qu'en gros, elles existent déjà, on peut les trouver facilement. Par contre, je pense qu'il y a un sujet qui rentre peut-être plus et que vous n'avez pas abordé, c'est sur l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon un peu globale et très peu au niveau de l'exploitation. Et je pense qu'il y a un peu un vide, c'est sur les freins et leviers qui font que l'agriculteur va modifier ses pratiques, va évoluer. Et là, je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire. Ça nous aiderait, parce qu'en Hauts-de-France, on a un plan de transition agroécologique avec un objectif d'exploitation qui s'inscrive dans cette transition. Et bon, il y en a où c'est facile de les entraîner, de faire des choses avec eux. Mais comment entraîner en gros la masse des agriculteurs dans cette transition? Il y a beaucoup de choses où on a théorisé là-dessus, mais de pratico-pratique sur le terrain, au niveau des freins et leviers, je pense qu'il y a besoin d'aller fouiller un peu ce qui se passe et de comprendre. Et puis d'autre part, sur ce qui est ressources, tous vos modèles, j'ai découvert ça, c'est intéressant, mais il y a aussi des voies qui sont peut-être à explorer un peu plus. C'est tout ce qui est amélioration de la recharge, que ça soit aussi bien sur les terres agricoles, terres forestières, que sur toutes les zones artificialisées. Quand on voit dans beaucoup de collectivités comment se fait par exemple la gestion du fluvial, où ça se résume à une taille de tuyau pour évacuer les eaux vers la rivière, là il y a des voies de progrès, je pense. Merci beaucoup pour votre question. Sur l'agriculture, en fait, considérer que les leviers ils sont à l'échelle individuelle, c'est pas faux. Mais en fait, c'est quand même
une réflexion de responsabilisation individuelle dont les travaux scientifiques montrent qu'on a absolument besoin de dépasser cette échelle individuelle. En fait, les leviers de transformation agricole sont dans les filières amont et les filières aval. Et du coup, notre ambition là, dans ces questions, c'est de questionner l'imbrication des exploitations avec justement ce qu'il y a à l'amont et à l'aval. Et ça se joue aussi dans la gouvernance de ces filières et dans la différenciation de ces filières. Alors évidemment, il y aura probablement des marges de manœuvre à l'échelle individuelle, hein, de la même façon que d'ailleurs pour les habitants à l'adaptation au changement climatique, 25% sont imputables à chaque individu. Mais penser la conversion comme un peu un enjeu moral pour chacun, je crois que ça c'est une erreur, qu'on a vraiment dans la littérature bien montré que c'est pas là le levier. Et donc, l'idée, c'est pas de faire une comptabilité agricole, mais c'est plutôt de regarder voilà, le système agricole par filière et de voir où sont les leviers plus collectifs. Voilà, c'est ça un peu l'ambition. Et en ne sous-estimant pas qu'il y a des enjeux économiques dans ces filières qui sont importants et donc de les regarder également. Voilà. Après, sur la réinfiltration des... Voilà, sur la réinfiltration, alors là, je crois que vous avez tout à fait raison sur le fait que, oui, c'est enfin, la question de la recherche, je pense, elle est dans beaucoup d'espoir de pouvoir garder l'eau à des endroits où elle s'évapore moins. Et donc, effectivement, on en a parlé, hein, des solutions fondées sur la nature, de transformation aussi de l'urbain par rapport aux pratiques où on essayait d'écouler l'eau au plus rapide. La question aussi, c'est de savoir la quantification de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en attendre effectivement une recharge, de combien? Je crois qu'on a les outils pour essayer d'aller là-dessus et de le quantifier. Voilà, il faut poser ces questions, notamment dans ces questions de paysage du bassin et de ses effets, quoi. Tout à fait. Le seul problème, c'est que si on se repose sur les filières pour assurer la transition, en fait, ils vont vendre leurs produits un peu plus cher et le gain qu'ils font, c'est pas pour l'agriculteur, c'est pour eux. Et c'est pour ça que le rôle de l'agriculteur, je pense, est quand même important aussi. Il ne faut pas oublier quand même, il y a beaucoup de structures qui sont coopératives, qui a priori sont l'émanation des individus. Si je peux me permettre d'ailleurs, pas pour rentrer dans le contenu des réponses, puisque Gabriel l'a apporté, mais vous voyez, vous venez ici, donc vous êtes membre du comité de bassin, si j'ai bien compris, chambre régionale. Vous avez une autre... Alors, il se fait que l'activité agricole est depuis très longtemps dans le travail du Pirène, et ça vous le connaissez, mais vraiment en tant que comité des partenaires, par rapport à la citation de 4 filières, c'est pas exotif ce qu'a présenté Gabriel, mais c'est bien l'idée de renforcer le travail sur 4 filières. Ça peut être tout à fait intéressant que dans les partenaires opérationnels, on ait des émanations d'agriculteurs, comme une chambre régionale d'agriculture. Donc, vous voyez, vous intervenez ici en posant des questions d'orientation. Puisqu'au fond, à quoi il sert le comité des partenaires? Il sert finalement à, je veux dire, plutôt valider les orientations proposées par les scientifiques, mais ces orientations, elles sont construites dans des ateliers, dans des échanges. Donc, il y a une forme de co-construction, in fine validée une fois par an au comité des partenaires. Mais donc, typiquement, le genre de questions que vous posez a toute sa place dans le comité des partenaires. Donc, j'en profite pour vous poser la question, vous inviter éventuellement votre structure ou d'autres à rejoindre le club des partenaires du Pirène-Seine. Je pense que pour vous aurez l'occasion d'aborder directement des sujets qui vous sont à cœur. Et pour nous, ça serait un enrichissement extrêmement important. Oui, si je peux me permettre quand les chambres d'agriculture partenaires du bassin de la Seine partenaires. Voilà, donc, je me permets cette suggestion en vous entendant. Hein. On va passer la parole. Il y a quelqu'un qui attend. Michel Poulain, hydrologue, ex-Pirène-Seine et France Nature Environnement. C'était une question suite aux différents exposés que j'ai pu entendre aujourd'hui et puis à l'expérience que j'ai de la modélisation. Donc au Pirène-Seine, on a des chaînes de modélisation très élaborées et il me semble quand même qu'on on est un petit peu dépendant des modélisations qui sont faites par différentes institutions tout autour du globe. Donc ces fameux modèles qui, eux,
donne des tendances d'évolution de température en fonction d'hypothèses de comportement de la communauté humaine. Et aussi, on dépend non seulement pour ces modèles qui sont nombreux et qui donnent des évolutions de température, mais qui donnent surtout, pour nous, c'est ça qui est important, des évolutions de pluviométrie spatialisée. Et ma question, c'est juste constructif. Comment on pourrait essayer de rationaliser et de consolider la relation qu'on a de dépendance par rapport à ces modèles qui sont très nombreux et qui alimentent finalement nos chaînes de modélisation. Ça existe déjà, bien sûr, mais et puis on a à l'intérieur de certains labos de recherche des équipes qui font ce type de modélisation en France. Mais voilà, on est obligé de faire des choix, on tâtonne un peu, on prend des hypothèses et voilà, comment essayer d'améliorer la relation entre ces chaînes de modélisation en partant du haut, c'est-à-dire des modèles de climat. La première étape, c'est de les décrire, ces relations de dépendance, et d'en être bien conscient et de comprendre, en fait, justement, où sont les grosses, où sont les petites, quelles sont celles qui sont récurrentes, quels sont les acteurs qui sont derrière, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi tel modèle, est-ce que c'est purement arbitraire, conjoncturel, une question de dépendance, ou est-ce qu'il y a des patterns un peu plus réguliers qui font que ces relations de dépendance, elles peuvent s'expliquer aussi, etc. Donc, voilà comment, en sciences sociales, on poserait cette question avant du coup, de poser la question de la rationalisation, de savoir si, parce que pour savoir s'il y en a qui seraient peut-être plus désirables que d'autres, déjà de faire un état des lieux. Et donc, c'est un peu ce qu'il y aurait dans cet axe 4. Et je trouve que ça illustre très bien le type de réflexion, voilà, d'être un peu réflexif sur l'usage des modèles qu'on utilise et de savoir pourquoi on les a utilisés. Ça faisait tout à fait partie de ce que j'avais envie de mettre dedans et je suis ravie que ça trouve un écho. Après les sciences humaines, les sciences inhumaines. Merci Benoît, je le prendrai comme un compliment. Oui, alors c'est un vrai sujet qu'on s'est posé en phase 7 et on a eu eh bien une réponse dans la programmation de la phase 8 par rapport à ça. Et c'est pourquoi on mène un travail avec Julien Bouet qui nous accompagne très fortement sur ces questions de sélection, de critique et de mise à l'échelle des scénarisations climatiques. Donc ça, c'est un premier volet. Et dans le cadre du programme, on a également des scientifiques, dont Agnès Ducharne, que vous avez vu ce matin, qui travaillent dans le cadre de l'IPSL, qui mobilisent certains nombres de modèles nationaux dans le cadre de l'exercice du GIEC. Donc on n'est pas complètement déconnecté, bien au contraire, de ce qui se passe. Et en discutant, en préparant l'intervention de ce matin avec Julien, on se disait que bon, on est bien conscient qu'un modèle, c'est pas la réalité. Et du coup, on se disait comment on pourrait faire dans la phase 9 pour vraiment exploiter l'ensemble du corpus de connaissances déjà actuel aujourd'hui CMIP6, avec un travail qui nécessiterait l'exploitation massive de données issues de cet exercice GIEC. Donc, on reviendra avec des propositions concrètes quand on plongera dans les détails des thématiques phase 9. Très bien, merci pour toutes ces réactions. Je vois que l'immense majorité des personnes qui sont intervenues sont des personnes, des partenaires de Pierre Hansen ou extérieurs ou ex de Pierre Hansen, mais on doit probablement avoir des réactions des chercheurs et des scientifiques du Pierre Hansen à cette table ronde. On a, à cet échange, on a beaucoup parlé dans cette journée et dans cette présentation des scénarisations. Moi, j'ai noté plein de nouveaux mots, nouvelle prospective, scénarisation qualitative, stratégie collective. Alors, est-ce qu'on envisage le support, j'imagine, des scénaristes, du scénarisateur, scénarisatrice du Pierre Hansen? Est-ce qu'on envisage aussi d'aller chercher d'autres équipes sur ces questions-là? Et est-ce que ces équipes existent? Ça, c'est une première question. Donc, du coup, et puis peut-être une réaction de nos scénarisatrices qui sont là, préférées, et un scénarisateur ici. Je ne sais pas qui veut répondre le premier à cette question que j'ai posée. Gabriel, nouvelles équipes ou...
Je pense qu'on a au sein du Pirène déjà pas mal de compétences en termes de scénarisation. Et quand je parlais de scénarisation qualitative, j'avais pas l'impression de faire une innovation de rupture, hein. Je pense que ça a été fait, on l'a bien vu. En fait, pour que les scénarios soient crédibles, c'est que chaque brique qu'on amène doit être bien connue des gens qui les amènent. Donc, ça peut se faire de différentes façons, par audition, par emprunt, par co-construction. Mais c'est vrai que si on veut mettre un peu d'énergie dedans, si on veut mettre un peu d'économie dedans, on sera peut-être amené à aller chercher d'autres compétences. C'est aujourd'hui une évolution assez générale, hein, que les équipes de recherche se lancent dans la scénarisation parce que les incertitudes sont telles que c'est une manière de les aborder. Donc voilà, c'est assez classique finalement aujourd'hui. Oui, du coup, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, il y a un petit point, alors peut-être pas un petit point de vigilance, mais d'attention quand même, qui est celui de la crédibilité et de la faisabilité des scénarios qu'on va envisager. Et je me demande si on n'a pas à rechercher, et du coup ça tombe bien parce que c'est ton organisation, des collègues agronomes qui pourraient venir nous renforcer, puisque nos collègues de l'INRA sont maintenant émérites et ne sont pas là aujourd'hui, qui nous ont accompagnés, hein, historiquement sur le système agricole. Et ils étaient, de mon point de vue, assez essentiels pour qu'on puisse ensuite décliner des quantifications de ces scénarios. Donc, scénarisation, oui, mais soyons vigilants à rester capables de quantifier les scénarios et les impacts des scénarios qu'on propose. Et je pense à des choses farfelues aussi. Donc la soutenance de thèse de Denis Skilic a été assez rigolote de ce point de vue-là, parce qu'on a un collègue qui est arrivé en nous demandant « Ah, mais vous êtes super au Pirène-Seine, j'ai plein de questions pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des techniques de coproduction d'énergie et agricole ? Il paraît qu'il y a des co-bénéfices à mettre des panneaux solaires au-dessus des cultures. » Voilà, donc il y a des questions comme ça qu'on entend dans la société et qui pourraient éventuellement rentrer dans le cadre de la scénarisation. Mais nos scénaristes vont me tuer parce que là, on est dans l'hyper-technologie. Bon, bah écoute, c'est bien de mettre un petit peu de controverse. D'autres... Oui, je ne sais pas s'il y a une réaction. On a une réaction. Jean-Marie, là-bas. Jean-Marie, tu veux première réaction, Xavier, immédiate, à chaud? Ouais, très rapide. Bon, alors déjà, le titre de scénariste est un petit peu lourd à porter. Je pense qu'il y a de la place pour différents types de scénarios dans le Pirène. Par contre, ce à quoi il faut réfléchir en amont, et c'est pas facile, c'est la réflexivité sur le statut et pourquoi on fait ces scénarios qui déterminent leur fonction. Et c'est vrai qu'on l'a vu ce matin, quoi. En fait, je pense qu'on est dans un programme qui est très, très influencé par une modélisation avec un côté applicatif qui est quand même très, très fort, qui est la marque de fabrique et qu'il faut, je pense, absolument conserver. Mais ce que je trouve bien aussi dans le Pirène, c'est justement cette diversité de questionnements que tu as mis dans une de tes premières diapos. Et je pense qu'il faut avoir une biodiversité des approches là-dessus. Donc voilà, c'est très ouvert. C'est vrai que la dernière année, en plus au Pirène-Seine, là, a été prolifique sur ces questions-là, puisqu'on a eu dans notre atelier climat, par exemple, SIAP qui faisait une mention en disant, voilà, on a quelque chose qui est dimensionné pour les 50 prochaines années. Est-ce que ça a un intérêt de tester des scénarios où ces choses-là n'existent pas, puisqu'elles existent? Voilà une question. Là, on a eu une réaction de l'agence de l'eau, à part Sarah Feuillette, un peu plus tôt ce matin, sur, à l'inverse, des scénarios à 1,5 degré pour avoir des objectifs positivistes. On essaie d'avoir une vision positive. On a travaillé avec le SDDEA dans le collectif Acteurs Chercheurs de la Bassée, où là, la scénarisation, elle a aussi pour but de servir des questionnements sur des territoires. Est-ce que les territoires qui s'insèrent dans le bassin de la Seine, est-ce que ça a du sens pour eux de générer des scénarios de changement pour eux si les territoires d'à côté, eux, ne changent pas? Et donc, du coup, c'est vrai que les scénarios répondent à plein d'enjeux, plein de questions différentes. Et c'est parfois difficile, voire inextricable, pour nos chercheurs de répondre à toutes les questions. Il faut donc faire des choix. Je crois qu'on a une question de Jean-Marie. Oui, alors je prends la parole comme futur émérite.
Donc j'ai presque le droit maintenant. Voilà. Moi, je trouve que dans les 4 thématiques là qu'on affiche, celle que je vois le moins, pour laquelle je vois plein de possibilités, c'est la thématique numéro 3. Le One Health, à la base, c'est quand même beaucoup des questionnements sur les zoonoses et les risques pour la santé humaine d'une exploitation du milieu qu'on peut appeler débridé, irrationnel, etc., qui a fait que les zoonoses émergent beaucoup plus. On est parti de là. Alors, je ne sais pas si dans le cas du bassin de la Seine, ça c'est vraiment un enjeu aussi clé que ça. Ça pourra peut-être l'être, ou ça l'est peut-être pour certains cas, mais par contre, on peut aussi imaginer probablement conjuguer dans ce thème 3 des questionnements un peu bizarres. Enfin, je sais pas. La remarque de l'Agence de l'eau portait sur la qualité de l'écosystème et la morphologie. Hein. Tu disais, est-ce que c'est la morphologie qui est vraiment le facteur ? Je pense qu'on pourrait poser cette question pour l'homme. Est-ce que la morphologie de l'habitat de l'homme est le facteur essentiel de sa bonne santé ? Alors, voilà, on peut poser les mêmes questions sur deux parties du socio-écosystème, en les posant peut-être dans un premier temps pas d'une manière extrêmement liée, mais se dire que parmi toutes les questions qu'on peut poser de manière parallèle sur le socio-éco, il y en a peut-être quelques-unes qui vont finir par se rejoindre et apporter des questions nouvelles et riches. Et voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire sur ce thème 3, parce que je pense qu'on peut l'envisager d'une multitude de façons, et que la manière de réfléchir à ce que pourrait être ce thème, ça va aussi être en soi un sujet riche, quoi. Voilà. Je me réjouis que tu sois émérite et que tu puisses alimenter cet axe 3. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça risque d'être l'axe dans lequel il y aura le plus de sous-axes et de foisonnement. On peut penser notamment à des territoires de santé alimentaire. On sait qu'il y a des territoires dans lesquels on ne peut se déplacer qu'en voiture, avec des sources d'alimentation qui ne sont pas celles de meilleure qualité, et que c'est lié à la qualité paysagère. Et donc, on pourrait avoir un axe plutôt sur le type de paysage alimentaire, comme on pourrait avoir des choses très pointues sur effectivement les invasives et le type de... Enfin voilà, donc effectivement, le foisonnement est important, j'en suis assez consciente. Et je pense qu'on a besoin peut-être d'une phase où on prend un peu toutes les idées, puis ensuite on voit ce qui est possible, quoi. Oui, enfin, si je peux me permettre, Jean-Marie, tu as tout à fait raison. Initialement, le concept une seule santé est venu de l'OMS et puis de l'organisation homologue chez les vétérinaires. Hein. Donc c'était bien l'articulation santé humaine, santé animale. Mais très vite, ça a pris quand même une dimension beaucoup plus systémique. Et je pense que, oublions peut-être l'origine stricte d'une seule santé, mais je pense que d'avoir un cadre un peu foisonnant, comme vient de dire Gabriel, de dire finalement, on est un peu interpellés les uns et les autres sur le bassin, sur des effets potentiels sur la santé humaine. Donc, quel est le lien entre la santé des écosystèmes et de la santé humaine? Et puis, en restant finalement très Pirensen, hein, on est quand même centré sur les questions d'eau, avec quand même aussi beaucoup de choses du côté de l'agriculture, hein, où donc il y a des questions spécifiques à l'agriculture et sa relation avec l'eau. Voilà, je pense que effectivement, c'est probablement là qu'il y a c'est peut-être là où il y a le plus de rupture peut-être sur le programme, mais peut-être parce que c'est une mise en perspective par rapport à la problématique de la santé humaine. C'est peut-être ça qui, par ça à côté, va changer, parce que au niveau des thématiques de recherche, il n'y aura pas non plus des révolutions là-dessus, sauf si on fait venir en masse les gens de la santé publique, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Voilà, donc moi, effectivement, j'ai plutôt pris ça aussi, le schéma de pensée, comme un peu forcer un peu la réflexion collective, collégiale, pour prendre en compte cette dimension dans la construction des programmes. Hein, et dire finalement, in fine, on aura des retombées sur le sujet de la santé.
Oui, d'ailleurs, il y a eu le clin d'œil de cet axe se retrouve dans le programme, puisqu'il y a une session entière, la session d'hier, qui a été nommée Santé du socio-écosystème sain, en référence à cet axe-là. On voit bien qu'il rupture, oui, mais aussi continuité avec le PIRENSEN, avec les axes, puisqu'on peut envisager la notion de la santé du socio-écosystème SEM à travers plusieurs prismes. La question est de savoir s'ils se rejoignent. Sur la question du lien avec la santé, ça a déjà été abordé, la santé humaine, un petit peu dans les discussions. Il me semble qu'il y avait des chercheurs du PIRENSEN qui étaient aussi en lien, enfin, qui travaillaient avec l'ARS, mais est-ce que c'est pas des sujets qui sont un peu trop séparés? Est-ce qu'il faut les faire relier, ou comme dit Benoît Le Saffre, est-ce qu'il faut faire venir des personnes de santé publique dans le PIRENSEN pour la phase 9? Le fait déjà qu'on travaille sur le transfert de dérivés de produits pharmaceutiques, enfin, je dirais, c'est une petite entrée, mais déjà, on est sur des sujets vraiment aux interfaces. Donc, moi, je pense que ça dépendra de la façon dont les problématiques se développeront. Et puis, pour la phase 8, enfin, pour les phases précédentes, il y avait des ateliers de co-construction. Donc là aussi, ça sera important que, d'une part, les partenaires dits opérationnels puissent dire: ah bah oui, bah moi tiens, à Suez, au CIAF, je suis confronté à ces questions. On me dit, ben, j'applique des normes, par exemple, ou je suis questionné par mes interlocuteurs sur des questions allant jusqu'à la santé humaine. Comment j'incorpore ça dans mes problématiques? Je crois que c'est un peu comme ça aussi, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Gabriel, que les choses, on avancera, à mon avis, sur ces sujets de façon itérative, forcément. Et c'est important que l'ensemble des partenaires puissent dire, ben oui, moi je suis confronté dans ma pratique à des questions de plus en plus identifiées par rapport aux questions de santé humaine. Voilà, jusqu'à quel point le programme porte certaines des problématiques. Et forcément, ça ne sera pas tout. Hein. Voilà, donc c'est un peu, de façon très pragmatique, comment je dirais aussi là-dessus. On peut faire comme ça, et probablement qu'effectivement, on peut commencer par voir quels sont les points d'accroche qui existent déjà. Moi, je pense que c'est aussi intéressant d'aller rencontrer les gens de l'ARS et de la santé publique, de regarder un peu quelles sont les cartes qu'ils produisent sur les territoires de santé, etc., et de voir s'il y a des problématiques qui émergent qui seraient vraiment intéressantes pour les deux. Et donc là, il ne s'agit pas de devenir un opérateur pour l'ARS, il s'agit de savoir s'il n'y a pas des thématiques qui nous interrogent. En fait, c'est exactement les mêmes territoires que ce qui les interroge. Est-ce que là, il n'y a pas des choses à faire innovantes? Voilà, c'est ça. Donc, pour ne pas passer à côté de ça, il y a peut-être quand même des ateliers très exploratoires, un peu dans toutes les directions, de voir s'il n'y a pas des points d'accroche, voilà, qui s'avèrent prometteurs. Voilà. Et donc, pour ne pas les rater, il ne faut peut-être pas juste se contenter des points d'accroche qu'on a déjà. Je dirais un prochain type d'atelier au PIRENSEN, les ateliers exploratoires, pour construire la phase 9 du PIRENSEN. En relation avec ces aspects de réflexion sur One Health, et puis également par rapport aux écosystèmes et aux communautés vivantes dans l'écosystème, je me pose la question si on n'aurait pas une petite thématique qui n'est pas encore tellement visible, qui est celle des points de bascule, puisqu'on met ce programme en relation avec le changement climatique, des changements de pratiques, des points de bascule. Et il y a un sujet qui, à mon avis, n'a pas été vraiment étudié, pour lequel on est mal préparé, c'est la question de changement des communautés vivantes dans le milieu, et qui contrôle des éléments qu'on pense très bien connaître, hein, le métabolisme des cours d'eau, etc. Je prends par exemple la Loire en exemple. On est en train de regarder sur la Loire comment on va faire pour inclure les macrophytes dans nos modèles de manière plus précise que ce qu'on a fait, parce que la Loire a basculé d'un système dominé par du phytoplancton vers un système dominé par des macrophytes. Donc je pense que cette notion de bascule de système est peut-être à creuser, et à mon avis, ça va avec One Health aussi. Merci à toi. Est-ce qu'on a une réaction? Oui, on a des réactions ici. Alors, c'est pas sur le sujet One Health.
Elisa Nas, JPC Naval. Alors, je suis déjà particulièrement surprise par l'excellente anticipation que vous avez par rapport à la construction de la phase 9. Et je pense qu'on va tenter de s'en inspirer. C'était une première chose. Il y a le programme du Pyrène. Donc, la phase 9 commence en 2025, le programme Sénaval. Le prochain commencera en 2026, donc on s'inspirera, et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir cette année de décalage pour nous, puisqu'on peut se nourrir de vos réflexions sur la construction de la phase suivante. Il y a tout un tas de sujets qui se font écho dans les deux programmes, ce qui est tout à fait logique, et je pense notamment à tout ce qui est données haute fréquence, scénarios et modèles qu'on aura l'occasion de poursuivre, notamment dans le cadre de la zone atelier Seine. Et j'ai été interpellée par le fait que vous comptiez travailler sur des controverses type land sharing, land sparing, et je suis vraiment très très intéressée par la manière dont vous aborderez les choses. Je ne sais pas si vous pourrez nous en dire plus aujourd'hui. On a exactement on souhaiterait aussi s'attaquer au niveau de l'estuaire à ce type de controverse, alors fonctionnalité environnementale versus patrimonialité qui se pose dans un grand nombre de cas de restauration écologique. Donc voilà, vraiment très intéressée par ce point-là. Je ne sais pas comment on va l'aborder. Je pense que c'est important, à la fois pour le rayonnement de nos travaux, que de se situer dans des controverses qui sont ouvertes, et à la fois parce que la manière dont ces controverses sont traitées au niveau international s'appuie souvent sur les mêmes cas, très bien documentés, et pas le nôtre. Donc je pense que c'est important aussi qu'on s'approprie un peu davantage avec les données qu'on a. Mais la manière d'opérationnaliser tout ça, je n'ai pas encore réfléchi. Et donc, je suis ravie, si ça vous intéresse, qu'on puisse aussi réfléchir ensemble. Alors, est-ce qu'on a encore une réaction? Oui, Monsieur Anouar, je ne suis pas partenaire, mais je fais partie de la coordination Eau Île-de-France. Il est vrai, comme disait ma collègue, ma voisine, que votre présentation, je vous adresse à vous, Madame Gabrielle Boulot, que votre présentation est inspirante. Et je buvais un petit peu du petit lait, comme on dit, quand vous avez abordé connaissance des filières et des secteurs d'activité influençant l'eau et les milieux aquatiques. Et vous avez fait le souhait de s'ouvrir dans différents domaines parce que l'eau, elle est partout. Il y a... j'avais pensé de poser une question, faire un développement, etc., alambiqué, parce que je suis économiste de formation. Mais finalement, je me suis dit, comme les ateliers existent, les ateliers Pyrène-Seine, et je résume ma question, pourquoi ne pas organiser un atelier qui s'appelle Eau et Société, et notamment eau et société civile. Et là, vous aurez une articulation très très large avec toutes les associations qui œuvrent dans le domaine du civil et qui ont un rapport avec l'eau. Il y a un domaine, parce que vous avez raison de parler de la connaissance précise des autres secteurs d'activité, qui sont l'agriculteur, etc., l'industrie, enfin tous les secteurs qui sont très consommateurs d'eau. Et j'ai eu la réflexion, comme vous le savez, il y a eu la directive REACH au niveau européen qui tendait, qui a eu un petit peu de succès, à diminuer la quantité des molécules en Europe qui sont un peu partout. Et finalement, nous sommes toutes et tous des usagers de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle je vous pousse à pousser la réflexion vers l'organisation de cet atelier et société civile. Parce que quand vous allez vous adresser aux usagers de l'eau que nous sommes tous, quels que soient nos statuts, à ce moment-là, vous allez collecter un certain nombre de données qui sont très colossales par rapport à l'eau, à l'être humain et l'eau. Parce que finalement, sauf les scientifiques et d'autres qui s'intéressent, qui ont une culture
une grande culture par rapport à la science, qui connaissent l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'eau, mais ils ne connaissent pas la ressource en eau. Et donc, finalement, on utilise l'eau tous les jours, mais on ne sait pas son cycle, son processus et surtout son usage, parce que quand on utilise l'eau, on la pollue. Et plus on la pollue, je parlais des molécules tout à l'heure, plus on vous donne à vous, les scientifiques, un travail colossal qui est interminable. Plus on pollue, plus vous êtes obligé de chercher les interactions des pollutions et faire travailler des modèles, etc., des simulations. Donc pourquoi ne pas économiser un petit peu l'eau chez les usagers, mais surtout faire un travail d'éducation populaire scientifique pour connaître la ressource en eau. Et là, à ce moment-là, vous aurez moins de problèmes et vous aurez... vous allez consacrer votre énergie à d'autres problématiques, parce que si on fait un travail de prévention en polluant moins l'eau, on aura fait un grand travail vers la recherche scientifique. On aura libéré votre énergie pour s'occuper d'autres problématiques. Je vous remercie. Merci pour cette intervention riche. Je crois qu'on va avoir une réaction derrière, mais en tant que cellule transfert, je vais me permettre de faire une première et courte réponse. C'est que justement, la cellule transfert, et c'est l'association Arceau qui s'en occupe, on a justement un accord avec le PIRNSN, une convention. Et le transfert de connaissances, ça marche dans les deux sens, mais le transfert de connaissances avec la société civile est quelque chose, effectivement, est un enjeu important sur la question de l'eau, extrêmement important. Mais c'est quelque chose de complexe à mettre en place. C'est quelque chose de complexe à développer, puis c'est quelque chose de complexe à reproduire. Les territoires changent, les personnes changent, les usages changent. Et du coup, c'est vrai que c'est une réflexion qui a été entamée à la phase 7 du PIRNSN, qui s'est prolongée pendant toute la phase 8, et je pense qu'il s'est beaucoup diversifié. Et j'espère, en tout cas, avec Arceau et PIRNSN, que ça continuera à se diversifier, à se développer dans la phase 9. Voilà. Je vous fais une réponse rapide. On pourra probablement faire une réponse longue, et je crois qu'il y a une réaction de... Je donne juste un mot de réponse, mais je pense que José Frédéric en rajoutera derrière moi. Je pense qu'on hérite d'une situation dans laquelle on a développé des infrastructures où on a dit aux gens de plus s'occuper de l'eau, et que en fait, ils pourraient très bien dormir sur leurs deux oreilles. L'eau coulerait toujours au robinet. Et finalement, si les gens ne connaissent pas grand-chose à l'eau, c'est parce qu'on a tout fait pour qu'ils n'y connaissent rien du tout. Donc, on hérite de cette situation. Et finalement, le fait qu'il y ait des coupures d'eau dans les villages cet été ramène effectivement la société civile au premier plan, à comprendre. Bon, elle n'est pas complètement absente, et donc il y a eu des travaux qui montrent que dès que les gens participent davantage, y compris aux infrastructures, ils participent aussi davantage à la décision politique sur ces réseaux, et ça sera probablement une bonne chose. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres éléments dans la salle pour compléter. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Gabriel. Juste pour compléter l'intervention de monsieur de la coordination aux Île-de-France, et pour rebondir un peu sur la structuration possible du futur programme, je pense qu'effectivement, il y a des liens à tisser en fait, entre les différentes thématiques, la thématique One Health, mais aussi, alors que je ne dise pas de bêtises, la première thématique sur vulnérabilité et adaptation territoriale, avec cette question sur les mutations des systèmes urbains et des systèmes d'assainissement des eaux urbaines. Bon, je vous ai beaucoup entendu parler de systèmes d'alimentation, de paysages et de rapports avec ces questions de santé. Mais je pense qu'il faudrait aussi rentrer dans la sphère domestique. Et quand on rentre dans la sphère domestique, on se rend compte qu'effectivement, il y a par exemple des biocides partout, et que, alors aussi bien... qui se retrouvent aussi bien dans les eaux grises et dans les eaux usées des ménages, mais aussi dans l'atmosphère, et sous une autre forme, et qu'il va falloir s'attaquer donc à la question des pratiques et des usages de ces biocides dans la sphère domestique. Et peut-être alors
là, on fait encore un autre lien avec une autre thématique, je ne sais plus laquelle, sur la connaissance des filières. Parce qu'effectivement, il y a, quand on commence à s'intéresser, je sais pas quoi, aux produits d'entretien, aux produits de soins corporels, on s'attaque tout de suite à des sujets anthropologiques qui sont le propre et le sale, quelle est l'odeur du propre, et pourquoi maintenant les ménages sont tellement attachés à cette odeur du propre, l'odeur de l'eau de Javel étant la référence en la matière. Donc voilà, il y a des questions, à mon avis anthropologiques relatives à la sphère domestique qu'il faudra investiguer. Merci, c'était la dernière intervention. Merci José Frédéric. S'il y a une ultime réaction à ce qui vient de dire Gabriel, sinon je pense qu'on a déjà bien parlé, bien échangé, bien débordé, mais comme vous le savez, c'est une tradition au Pirensen, vous ne pouvez plus nous en vouloir maintenant, vous êtes trop habitués. Je vais remercier tous les participants et tous les intervenants d'être venus pour ces journées. Vraiment, je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Merci au CNRS qui nous a accueillis dans son auditorium tout neuf. Merci aux deux régisseurs Yann et Nabil qui ont permis la réalisation technique et la retransmission sur YouTube. Merci beaucoup à eux. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis sur YouTube, puisqu'on en a. Alors, François ? Alors, j'avais fait un point tout à l'heure, parce qu'il fallait que je prenne les photos, mais on était à plus de 150 vues cumulées sur la journée, avec une moyenne de 25 spectateurs sur des sessions de à peu près 45 minutes, ce qui est plutôt correct pour un vendredi. Et la prochaine fois, les 125 personnes qui nous ont suivis du coup à distance pourront venir ici. Vous voyez, il y a encore des places. Merci à toute l'organisation. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter, je pense, un très bon week-end, une très bonne fin de journée. Et on se retrouve très bientôt au Pirensen pour des ateliers, pour des événements et puis pour la construction de la phase 9. Et surtout un immense merci à Alexandre Delomény pour ses 6 ans au Pirenne et pour ce dernier colloque qu'il a grandement organisé. Bravo à lui. Dernière annonce, n'oubliez pas de laisser vos badges à l'entrée, puisque nous recyclons les badges, nous récupérons les cordons. Chaque année, on est obligé d'en racheter puisque les gens partent avec. Si vous nous les laissez, vous pourrez les réutiliser l'année prochaine. C'est pas génial, ça? Merci beaucoup.